moi-même par peur, à cause des doutes ou de ce que les gens peuvent te dire autour, qui vont t'influencer. Je suis passée à côté de certaines choses, à côté de certaines opportunités. Donc juste d'avoir ce courage-là et de se dire, parfois on a l'impression qu'on prend énormément de risques, on n'en prend pas tant. Et donc juste d'oser, de foncer et de faire ce qu'il kiffe. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. On me demande souvent ce que je retire de l'aventure du podcast et je dirais que c'est, d'ailleurs comme pour beaucoup d'entre vous a priori si vous continuez à écouter Les Frappés toutes les semaines, c'est d'abord le plaisir de ces rencontres, de découvrir ces parcours incroyables d'hommes et de femmes issus d'univers super variés. Et c'est aussi et surtout les réflexions qui viennent déclencher chez moi et qui amènent à des prises de décision très concrètes. Comme par exemple, dans mon cas, le fait d'avoir démissionné après 7 ans passés chez Apple en France et à l'étranger, ou d'avoir repris plus récemment le sport. Alors du côté de la reprise sportive justement, quand on anime le podcast de la résilience, du dépassement de soi et de la détermination, on ne peut pas faire les choses à moitié. Je prendrai donc le départ le 22 août prochain de la PTL, la Petite Trotte à Léon, qui est une course d'ultra trail de 300 km, 25 000 mètres de dénivelé positif, ce qui fait à peu près 3 fois l'Everest quand même. Et j'aurai le plaisir de faire ça avec 2 anciens invités du podcast, Xavier et Brice, qui eux pour le coup sont beaucoup plus expérimentés que moi. Donc autant vous dire que je flippe à fond et que du coup j'ai décidé, pour mettre toutes les chances de mon côté et éviter qu'ils ne m'abandonnent en cours de chemin, de m'entourer et en l'occurrence de me faire accompagner par Théo Joly. Alors Théo c'est non seulement un auditeur du podcast mais aussi et surtout un préparateur physique et mental qui a créé sa boîte ICO Sport avec un H et dont la mission est d'aider les gens à tout simplement devenir de meilleures versions d'eux-mêmes à travers le sport, notamment en plein air. Alors avec Théo, on a un programme super complet. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi individualisé. Il couvre aussi bien mes besoins en termes d'entraînement physique que de nutrition, de posturologie. Et vous entendrez donc parler de ICO Sport régulièrement puisque au-delà de m'accompagner dans ma préparation, Théo est également le sponsor des épisodes qui seront diffusés jusqu'au mois d'août 2022. Voilà, enjoy les frappés. Écoute, bienvenue Lia sur le podcast. Salut. Je suis ravi que tu aies pu te libérer aujourd'hui. Merci beaucoup entre tes différents entraînements, tes différentes activités, etc. C'est juste génial que tu aies pu prendre un petit peu de ton temps pour nous expliquer ce que tu fais. Et moi, je suis impatient parce que franchement, je trouve ça hyper impressionnant. Je te le disais, je t'ai découvert dans l'émission du QG où tu as fait d'ailleurs, peut-être que tu pourras nous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais où tu as fait une petite surprise à un autre de nos invités du podcast. Et je t'avoue que quand je t'ai vu devant mon écran, j'ai aussi été hyper surpris. Donc, c'est génial de pouvoir aujourd'hui faire ta connaissance virtuellement. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui. Quelles sont tes activités principales? Alors, donc je suis athlète de haut niveau en force athlétique et professeure des écoles à côté. Génial. Et alors, force athlétique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, du coup, la force athlétique, ça ressemble à l'haltérophilie sur le Oui. principe. Donc, on est par catégorie de poids et d'âge. Et le but, c'est de soulever le plus lourd possible. Sauf que, contrairement à l'haltérophilie, qui a 2 mouvements, nous en avons 3, qui est le squat, le bench et le deadlift. Ok. Alors, puisque tu as dit qu'il y a une notion il y a un système de catégories, c'est un peu comme en judo. Moi, je viens du judo. J'étais pas en quelque temps en haut niveau en judo, mais toi, d'un point de vue âge, poids, etc., tu te classes dans quelle catégorie? J'ai 28 ans et je suis en catégorie moins de 63 kilos et moins de 69 kilos. Je joue un peu sur les 2 tableaux, entre Ok. guillemets, les 2 Ok. catégories.
Est-ce qu'il y a une notion de régime dans ta discipline? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des régimes? Alors, oui et non. Oui et non, tout dépend des athlètes, en fait. Moi, personnellement, j'ai mis en place une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de water cut. Donc je joue essentiellement sur l'hydratation pour perdre du poids. Je ne fais pas vraiment de régime. Donc évidemment, je fais attention à ce que je mange, parce qu'au-delà, au-delà du poids, forcément, c'est important pour la santé de faire attention à ce qu'on mange. Mais donc du coup, j'essaie de ne pas faire le yo-yo sur mon poids. Surtout Ouais, qu'entre 63 et 69 kilos, tu as quand même un gros gap, mine de ouais. rien. Euh, mais donc du coup, par exemple, je traque mes macros, je fais attention à mon apport en protéines, en glucides, tout ça. Mais c'est assez libre, c'est pas assez si restrictif que ça quand même, quoi. C'est pas une D'accord. prépa de body pour Ouais. comparer. Et ça, c'est tout ce travail vraiment d'analyse, de monitoring de ce que tu consommes, de ton poids, etc. Tu le fais, tu es accompagné maintenant en tant qu'athlète de haut niveau ou tu le gères toute seule? Alors, à mes débuts, toute seule, et puis maintenant, je suis accompagnée, ouais. Je suis Ok. accompagnée. Je préfère Ouais. délaisser certaines choses. Je trouve que c'est moins stressant, en fait. Même si je suis totalement capable aujourd'hui de le gérer toute seule, entre guillemets, je trouve que c'est une charge mentale. Donc voilà, comme le fait d'être coachée. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai accumulée, je serais capable de me coacher toute seule, mais je ne le fais pas parce que je pense déjà que c'est toujours bien d'avoir quand même un avis plus objectif que soi. Et certaines personnes, enfin, les coachs ont un recul que nous, on n'a pas forcément sur nous-mêmes. Et puis au-delà de ça, c'est une charge mentale en moins, quoi. T'es juste dans la posture d'athlète, donc exécution, Ouais. entre guillemets, quoi. Ouais. Tu déroules le plan. C'est ça. Excellent. Et alors, pour qu'on se rende un petit peu compte de tes performances aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques records ou quelques titres? Du coup, j'ai été alors 4 ou 5 fois championne de France, là j'ai pas le nombre exact, depuis 2016. Donc 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été championne de France, donc sauf l'année 2020 comme bah, il y a eu le Covid, donc pas de compétition. J'ai été 2 fois championne d'Europe en 2019 et là en 2021. Et mon premier titre de championne du monde, du coup, je l'ai gagné en septembre 2021. Et c'est là aussi que j'ai fait mon plus gros total et des nouveaux records du monde. Donc 205 kilos squat. Donc là, j'étais en moins de 63 kilos pour cette compétition. Donc 205 kilos squat, 230,5 kilos au deadlift. Et j'ai pris le record aussi du monde total, du coup, à 548 kilos. Waouh! OK. Alors là, je pense à tous mes amis, tu vois, qui font du CrossFit, notamment, à JP, salut JP, qui me disait que je crois, il a des gars dans sa salle qui pèsent 90 kilos et qui soulèvent, difficilement la moitié de ce que tu soulèves en pesant 63. Donc, c'est hyper impressionnant. Franchement, waouh! OK, donc en fait, tu as raflé tous les titres. Sachant qu'il y a une fédération française, c'est organisé comment aujourd'hui la force athlétique? Alors, il y a une fédération qui est reconnue par le comité olympique, que ce soit national et international. Donc, nous, c'est la FFF, Fédération française de force. Et à l'international, c'est l'IPF, donc International Powerlifting Federation. Du coup. Excellent, excellent. Waouh! Et ce qui nous Et, permet du coup d'avoir le statut au niveau d'ailleurs. Sinon, ouais, c'est un statut qu'on ne pourrait pas avoir. ouais, ouais, parce que là, du coup, en termes de parcours, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des structures du type sport-études que tu as intégrées ou Alors là, comment pas ça du s'est rendu? tout. Moi, j'ai commencé super tard. La force athlétique, je l'ai connue, j'avais déjà 21-22 ans. Donc, Ah c'est ouais, c'est assez récent, j'ai pas du tout commencé jeune. Et malheureusement, il n'y a pas de structure vraiment faite sport-études, genre le CREPS, l'INSEP et tout. Donc, c'est toujours priorité au sport olympique. Et si tu n'es pas un sport olympique, priorité à ceux qui ont le plus de visibilité. Et malheureusement, la force n'a pas encore cette visibilité-là aujourd'hui. Mais j'espère dans les années à venir. et qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir la force athlétique? Comment ça s'est passé? Alors, à la base, je voulais perdre du poids parce que je me sentais pas spécialement bien dans ma peau. Donc, voilà, j'avais envie de me perdre du poids, de faire une remise en forme. Et il y a eu un gros boom, un gros essor du fitness, là, il y a quelques années, là, il y a moins de 10 ans.
Donc j'ai commencé à m'y intéresser et je trouvais ça grave stylé. J'ai dit vas-y, je veux faire ça, je vais faire du fitness. Donc du coup, je m'étais inscrite en salle de sport pour commencer la musculation, tout ça. Et c'est un coach qui m'a remarqué, qui m'a dit mais pour une débutante, en fait, tu mets lourd, quoi. Alors, tu sais, quand t'as pas vraiment de référentiel, bah, Ouais. moi, c'était genre normal, entre guillemets. Et donc, du coup, il m'a dit, mais tu sais qu'il y a un sport qui s'appelle la force athlétique, etc., etc. Et il m'a fait tester mes max, en fait, au squat, au bench, au deadlift, du coup, et j'ai dit, vas-y, je veux faire ça. J'ai eu un coup de foudre pour la discipline. Ah, génial. Finesse, comme quoi. Et cette personne, ce coach, tu l'as recroisé depuis que Ah, tu on est es au toujours en niveau? contact. On est toujours en Ok. contact. C'est Anthony Graziani. Du coup, on a travaillé ensemble pendant 3 ans. Et puis lui, après, bien sûr, bon, il y a eu son parcours personnel. Il est parti vivre à l'étranger, etc. Et donc, du coup, moi, entre-temps, j'ai changé de coach, mais on est toujours en très bons termes. Voilà, on prend des nouvelles l'un de l'autre, etc., quoi. C'est fou, hein, comme quoi une petite rencontre, tu vois, tu disais que tu n'avais pas de Et référence. c'est la rencontre qui a changé toute ma vie, clairement. Ouais. J'étais pas du tout prédestinée à être athlète de haut niveau. C'était même pas un rêve ou un truc qui avait un jour. Euh, Enfin, ouais, j'y avais jamais pensé, quoi. Vraiment. Et moi, j'ai quand même passé mon bac dispensé de PS. Tu vois, j'étais pas du tout Ah ouais. sportive. Ouais, j'étais pas du tout sportive. C'était pas mon truc. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, c'est extrêmement bizarre. Je ne me considère pas comme sportive. Alors, oui, je suis athlète dans ma discipline. Mais moi, tu me demandes, je sais pas, d'aller courir, d'aller faire un tennis, je vais te regarder, mais en mode, mais non, tu vois. Ouais, alors que t'as des gens que vraiment sportifs, dans le sens où ils ont toujours envie de faire plein de disciplines, plein de trucs et tout, alors que moi, pas du tout. C'est vraiment force athlétique, il n'y a rien d'autre, quoi. Donc voilà. Ah, c'est génial. Et tu dirais qu'en termes de, justement, si tu vois, tu n'avais pas forcément un background particulièrement de sportive avant, ça a été quoi les sensations que tu as trouvées dans la force athlétique qui t'ont fait dire, OK, c'est ça que je veux faire? Alors ça, c'est un parallèle en fait avec ma vie personnelle. Du coup, j'ai aimé la sensation d'être forte parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué durant ma jeunesse. Cette sensation, ouais, d'être forte, de pouvoir me dépasser, de prendre confiance en moi et en fait, ça m'a permis la force de me dire que j'avais de la valeur et que j'étais bonne dans quelque chose, en fait. Un peu trouver ma voie, quoi. Donc, heu, donc voilà. Excellent. C'est quelque chose dont on parle souvent avec les invités, avec mes invités sportifs, tu vois, qui ont pratiqué à un certain niveau. C'est justement la façon dont ta discipline devient en fait une partie de ton identité. Et comment est-ce que tu te construis, que tu prends confiance, etc. D'ailleurs, De- je clairement que, un sportif meurt 2 fois parce que c'est vrai qu'être athlète, ben, on crée notre identité par rapport à ça et c'est vrai que, bah, alors j'ai pas encore connu la fin de carrière, mais moi j'ai pris conscience de ça parce que j'ai eu une double fracture à la clavicule et je préparais les championnats du monde. Donc je sortais tout juste des championnats de France et j'avais été sélectionnée pour les championnats du monde et j'ai eu un accident et double fracture de la clavicule et en fait, c'est là où je me suis dit: «Mais» et tu sais, c'était ma vraie première grosse blessure et je Hmm. me suis dit: «Mais si demain, tu peux plus faire de force, mais tu es qui, en fait?» Tu vois? Et j'avais tout construit toute mon identité par rapport à ça et c'est là où j'ai réalisé, bah, que je devais me construire, alors que bien sûr, c'est une partie de mon identité, mais pas tout. Mais pas tout et donc du coup, j'avais une grosse prise de conscience, ouais, par rapport à ça et je pense que certains athlètes ne l'ont pas avant leur fin de carrière et je pense que tu en as beaucoup pour avoir discuté, qui ont une forme de dépression, après parce que, bah, ils s'étaient pas préparés à ça, en fait. Donc voilà. Ouais, complètement. Complètement. Et ouais, moi, ça fait complètement écho, tu vois. Pour le coup, j'avais commencé un sport assez jeune, le judo, je te le disais. Ouais, Et bah, c'est vrai que quand encore j'ai. plus dans ces cas-là, excuse-moi, je te Et ouais, plus quand tu ouais, parce que moi encore c'est tard, mais quand tu as commencé jeune, c'est ouais, c'est encore, pire, enfin «pire» entre guillemets, quoi. disons que si t'as pas été préparé à ça, que personne t'a jamais prévenu, tu vois, quand ça va s'arrêter, bah, d'un point de vue, c'est tout bête, tu vois, mais les émotions que tu ressens à l'entraînement en compète, bah, Oui, c'est c'est quand même différent. souvent très fort, tu vois, Ouais, et qu'il y ait une médaille ou pas d'ailleurs, qu'il y ait un titre ou pas, tu vois, tu ouais, vis des émotions extrêmement fortes, que ce soit positive ou pas. Et du coup, cette intensité, quand tu n'arrives plus à la retrouver ailleurs parce que tu as ouais. arrêté ton sport,
bah, d'un coup, tu dis waouh, mince, tu vois. Ou Et c'est ouais, tout bête. on devient accro à Ouais, cette adrénaline, en fait. ouais. Ouais. Et c'est super intéressant que tu aies transformé la blessure en quelque chose, quelque part, j'ai l'impression, de positif dans ce que tu Oui. expliques, parce que ça t'a ouvert les yeux sur ça. Donc, comment est-ce que qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit depuis que tu as pris conscience que bah, la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrêtera, la force athlétique? Euh, Bah, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai essayé d'avoir une relation un peu plus saine avec le sport. En gros, avant, c'était vraiment la force, la force, la force. Genre, je vivais que pour ça, je mangeais que pour ça. Enfin, je passais plus de temps avec mes amis, avec ma famille. Je loupais, je sais pas, des anniversaires, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était toxique parce que c'est vrai que forcément, il faut faire des sacrifices. Euh, mais trop, c'est trop. Tu vas tomber dans certaines extrêmes, c'est pas bon non plus. Et donc, je me suis dit bah, qu'il faut que donc assainisse ma relation avec le sport et que j'étais quelqu'un au-delà du sport, tu vois, que j'avais d'autres passions, il y a d'autres choses que Ouais. j'aime, que je sais faire. Euh, et aussi de commencer à construire un futur pour l'après, parce que bah oui, ça s'arrête, t'es plus athlète au bout d'un moment, donc qu'est-ce que tu fais après, tu vois? Donc c'est des choses qui se préparent, auxquelles il faut réfléchir, et en fait, bah, j'ai commencé à bosser là-dessus. Euh, donc bah, j'ai plus cette pression. Voilà, j'ai mes horaires d'entraînement, mais je m'arrangerai toujours pour s'il y a un anniversaire, si je dois prévoir une sortie avec des amis ou quoi que ce soit, que de le caler en fait. Et pas non Hmm. de me dire non, il faut absolument, c'est que l'entraînement, c'est que la récup, c'est non, tu dois faire absolument attention à ce que tu manges, donc tu ne vas pas manger au restaurant, tu vois, des choses comme ça qui deviennent toxiques. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose qu'une autre athlète m'avait partagé sur un épisode. Bon, elle est judokate aussi. Elle est médaillée olympique à Londres. Elle est belge, Charline Van Snick. En fait, elle m'expliquait qu'à partir du moment où elle a eu aussi cette prise de conscience, tu vois, que le judo, c'était pas quelque part toute sa vie et toute son identité, elle a eu une phrase que j'ai trouvée super, super belle. Elle disait que le judo, plutôt que de faire du judo son projet de vie, elle a intégré le judo dans son projet de vie. Tu vois, c'est-à-dire que c'était plus la fin en soi, c'était plus l'objectif. Mm, Ça faisait partie de quelque chose d'un peu plus grand. mm. Génial. Cool. Eh bien, écoute, si on rentre peut-être dans le détail de ta pratique, je ne sais pas s'il y a des semaines types, tu vois, ou une certaine régularité dans ce que tu fais, mais à quoi ça ressemble aujourd'hui ta vie d'athlète de haut niveau? Alors, ma vie d'athlète de haut niveau aujourd'hui, c'est 4 entraînements par semaine. Alors Ok. avant, j'étais à 5, là j'ai réduit à 4. Je m'entraîne donc du coup le lundi, mardi, mercredi, le samedi. Et le reste du temps, bah, je suis à l'école, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Du coup. J'ai une classe de CE1. Et puis voilà, après, mercredi, on cale les rendez-vous qu'on ne peut pas caler la semaine parce que on est soit au travail, soit à l'entraînement. Et puis le dimanche, en général, c'est en famille. Voilà. Ok. Le dimanche, c'est réservé à ma famille. Génial. C'est super impressionnant que tu mènes de front ta carrière de sportif de niveau et un job avec quand même des responsabilités, parce qu'encadrer des enfants, bah voilà, c'est quand même pas anodin. C'est Ils pas savent facile. d'ailleurs ce que tu fais? Franchement. Ouais, 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 ils savent. Ils savent, ils savent. Ils T'as savent. quoi généralement comme réaction? Bon, ils sont fiers. Ils sont fiers. Mais ça, c'est trop fort. Ils regardent les vidéos sur YouTube. Ah ouais, non. Ah, c'est excellent. C'est clair que ça doit pas être commun, tu vois. Si je pense au profil type des maîtresses que j'avais quand j'étais en primaire ou que les copains avaient, tu t'attends pas à ce qu'il y Ouais, en a une qui c'est soulève différent. 265 kilos, quoi. C'est sûr que c'est différent. Ouais, super. Parce que du coup, la question qui me vient, c'est le fait que tu aies ces deux activités de front. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est aussi une nécessité d'un point de vue financier? C'est une nécessité. Ok. Aujourd'hui, concrètement, je ne peux pas vivre de la force à proprement parler. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des sponsors, donc une rémunération avec les sponsors, mais c'est pas assez pour vivre, quoi. C'est pas assez Ouais. pour vivre. Donc voilà, ouais, c'est une nécessité. Après,
je n'ai pas fait ce choix-là par rapport à la force parce que j'ai commencé tard et en fait, j'ai commencé presque mes débuts de prof, je les ai commencés presque avec mes débuts de force athlétique. Donc, j'avais déjà fait mes études avant, enfin, c'était prévu, quoi. Je voulais faire professeur des écoles. Donc voilà, et c'est vrai que c'est quand même un métier qui me permet de bien, parce que ce sont des horaires fixes, c'est 4 fois par semaine. Aujourd'hui, comme ça fait, j'ai un peu de bouteille, entre guillemets, tu sais, tu connais ta classe, quoi. Tu connais, tu pas besoin de refaire ton programme tous les ans, et cetera. Donc, ça fait déjà 4 ans que je suis dans une classe de CE1. Donc, tu as moins de préparation, des choses comme ça. Parce qu'au fur et à mesure, bien évidemment, tu as déjà construit plein de choses, en fait. Tu vois, c'est surtout les premières années où tu construis beaucoup, ou si tu as Ouais. un changement de classe, où il faut tout refaire, évidemment, parce que le programme de CE1, c'est pas le programme de CM2, par exemple. Mais ouais, ça va. C'est quand même, ça me permet quand même de jongler. Après, c'est plus au niveau fatigue. Là, je commence à le ressentir. Je pense aussi l'approche de la trentaine, ça doit pas aider. J'ai plus l'énergie de ma vingtaine. Et concrètement, là, ouais. Là, je commence à le sentir que c'est au niveau fatigue, récup, que c'est compliqué. Quand tu rentres de l'entraînement, tu dois te lever à 6 heures du mat pour aller au taf. Et tu vois, c'est ce que je disais, parce que bon, tout le monde va me dire, ouais, mais tout le monde taffe. Mais va taffer avec des gamins. Voilà, c'est va taffer avec des gamins. Tu vois, c'est pas je me lève à 6 heures et je suis 8 heures, enfin, je suis dans mon bureau, pépère, enfin, pépère entre guillemets, tu vois, où tu as du bruit, tu as la gestion où tu es tout le temps sollicité, tu gères pas tes pauses comme tu le souhaites, tu vois, genre, et puis tu es toujours un gamin, tu dois toujours l'occuper, tu vois. Donc ouais, c'est différent de ce côté-là. C'est juste le point négatif, entre guillemets, tu vois, par rapport à mon métier. Ouais. Et en termes de charge, tu vois, tu parlais de fatigue. Tes entraînements, donc tu disais 4 aujourd'hui, hein, tu es passé de 5 à 4. Ça ressemble, enfin, c'est quel niveau d'intensité un entraînement? Et je te pose la question, pardon, je te coupe pas même que tu répondes, mais je te pose la question parce que tu vois, je m'attends, sans vraiment connaître la force athlétique, tu m'aurais demandé, bah, tu vois, combien d'entraînements est-ce que tu penses que je fais par semaine? Je t'aurais dit spontanément, sans doute beaucoup plus, tu vois. Et peut-être parce que mes références, c'est plutôt des gens qui font du triathlon où là, c'est parfois 6 entraînements par semaine, voire un entraînement le matin, un entraînement le soir. Donc je serais curieux de savoir, je pense que c'est très différent comme approche dans ton sport. C'est quel niveau, ouais, d'intensité? Alors, en force athlétique, je pense que c'est l'un des sports où tu peux adapter beaucoup à la personne, dans le sens où tu peux très bien faire 3 entraînements et progresser, 4 entraînements et progresser, aller jusqu'à 6 entraînements et progresser. Tu pourrais même faire 2 entraînements par jour et progresser, tu vois. Mais moins t'en fais, enfin, le but, c'est d'essayer d'en faire le moins possible, entre guillemets, pour te laisser de la marge pour après. Tu vois, si tu commences tout de suite avec 6 entraînements 2 fois par semaine, après, tu finis où pour progresser, tu vois, parce que tu Ouais. as ce système d'adaptation. Dépend en fait si tu es proche ou pas d'une compétition. On garde toujours un certain niveau d'intensité, mais à l'approche des compétitions, en général, ça a tendance à s'intensifier. Alors que quand tu es plus loin, c'est plus du volume d'entraînement. Il y a forcément de l'intensité est plus réduite et c'est plus du volume d'entraînement que tu encaisses. Donc voilà. Ok. Ok. Et par rapport aux charges que tu as soulevées quand tu as établi tes records ou que tu as décroché tes titres, est-ce que c'est des charges que tu cherches à soulever en entraînement aussi, ou le jour de la compète, c'est vraiment Alors, tu vois, tu vas c'est essayer de super, soulever plus? c'est super intéressant ce que tu dis là parce que j'ai changé de coach là récemment. Donc j'étais coachée pendant presque 3 ans par Pana. Et là, j'ai changé de coach et tu vois, leur philosophie de l'entraînement est totalement différente. Donc je suis encore en train de chercher mes repères par rapport à ça. Pana, c'est plus justement ce que tu fais à l'entraînement, c'est ce que tu fais à la compétition. Il n'y a pas vraiment Ok. de surprise, entre guillemets, parce que pour lui, tu dois répéter un certain nombre de fois pour t'habituer à la charge et la maîtriser, etc. Et la reproduire en fait le jour J. Alors que là, j'ai changé, leur philosophie est différente, c'est en mode l'entraînement, c'est l'entraînement et c'est là où c'est dur. Et la compète, c'est facile. Et en fait, c'est à la compétition où tu es censé faire des PR, c'est pas à l'entraînement. Donc, du coup, la philosophie est complètement différente. Et c'est vrai que moi, ça me
ouais, je saurais même pas dire, tu vois, ça me bouleverse ou quoi, parce qu'en fait, j'ai construit des représentations pendant 3 ans par rapport à ça. Et en Ouais. fait, je me rends compte que, bah, il y a d'autres moyens aussi d'arriver à haut niveau et faire des performances. C'est pas forcément, qu'une seule voie, quoi. Donc, ça a bouleversé un peu mes représentations, là-dessus et voilà. Ok, ok, ouais, super intéressant. Super. Alors, je m'étais noté, tant qu'on est dans la partie peut-être plus entraînement, une question d'un de mes amis de JP, qui lui fait du CrossFit et qui approche de la quarantaine et qui se posait la question justement de comment faire évoluer ses entraînements, compte tenu de, bah, voilà, de la réalité, c'est qu'avec l'âge, physiologiquement, il y a des changements. Donc, est-ce que toi, tu recommanderais pour des personnes voilà, qui sont peut-être un peu plus, qui sont peut-être un peu plus âgées, de chercher à augmenter des charges à l'entraînement ou pas forcément? Moi, je pense qu'il y a pas d'âge, pour performer, encore. Moi, ça m'impressionne toujours quand je vois dans le power, des 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 personnes âgées, que ce soit femmes ou hommes, hein, d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de femmes âgées aussi, qui font encore du power. Là, récemment, j'avais vu un gars, il avait presque plus de la soixantaine, il squattait des 250 à l'entraînement. Ah ouais. Mais c'est tu vois, c'est énorme. Il y avait pareil, une vieille dame que j'avais vue, elle deadliftait plus de 150 kilos alors qu'elle avait presque 70 ans. Enfin, tu vois? Non, mais des trucs, tu te dis et en fait, je pense que malgré même si on vieillit et que forcément, bah, on a des c'est quelque chose que j'ai pas encore expérimenté, mais je suppose qu'on a plus de douleurs, on a plus de problèmes de récupération parce que, bah, la science, c'est ce qu'elle montre et que tout le monde dit. Et je pense que quand tu as une certaine hygiène de vie depuis pas mal de temps, ou même, assez récente, mais que tu t'imposes une hygiène de vie, heu, de faire des programmes qui sont quand même cohérents, que tu essayes d'améliorer, ta technique. Alors moi, je déteste parler de technique parfaite parce que pour moi, il y a pas de technique parfaite. J'aime parler de technique efficiente par rapport à toi, ta morphologie, parce qu'on est tous différents, donc on peut pas squatter, deadlifter, de la même manière, même si bien sûr il y a des principes de base qui restent pour tout le monde. Hem, mais faut toujours avoir voilà, chercher à avoir une technique efficiente, des choses comme ça. Donc je pense que c'est pas incompatible en fait, de vieillesse et progrès, tu vois? C'est Hmm. des choses que j'opposerais pas du tout. Ok, ok. Et alors, tu parlais justement de la nécessité pour pouvoir progresser et tenir dans la durée, je pense notamment par rapport aux blessures. Tu parlais de la nécessité voilà, d'y aller par palier. Mmh. Toi, aujourd'hui, tu as récemment établi un record. Est-ce que tu as déjà de la clarté sur tes paliers suivants? Est-ce que tu sais où tu veux aller dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Alors j'ai des gros objectifs en tête. Après, j'ai pas en tête qu'ils seront, réalisés. Ça, je peux pas, enfin, je le sais pas. Et puis, comme je te disais, comme j'ai changé de coach, c'est vrai que je suis un peu perdue. Tu vois, avant, j'avais un référentiel un peu de ce que j'étais capable de faire, entre guillemets. Et là, j'ai plus vraiment de référentiel, tu vois? Parce que, à l'entraînement, j'ai pas mis une barre à l'entraînement à 200 kilos depuis super longtemps, tu vois? Alors qu'avant, c'était quelque chose que je faisais assez régulièrement. Donc c'est vrai que je suis un peu perdue là-dessus et pourtant, tu vois, quand je suis arrivée au championnat d'Europe, donc j'ai squatté 205 kilos, mais en catégorie moins de 69. Du coup, j'étais à 65 kilos de poids de corps. Hem, mais la barre, elle m'a jamais semblé légère. Alors que j'avais pas touché cette barre depuis les mondes. Tu vois? Alors que enfin Ah et ouais. du coup, c'est vrai que j'apprends encore là-dessus. J'apprends encore, par rapport à leur manière de programmer, à leur philosophie, par rapport à moi, comment je réagis et tout et donc à voir. Après, dans l'absolu, j'aimerais squatter 2,20. 2,20, c'est vraiment une barre que j'ai, et que je veux faire en compétition. J'aimerais bien bencher 120 kilogrammes et deadlifter 250. 250, ce serait vraiment, ouais, c'est vraiment l'absolu. Oh punaise, ok. Ça me paraît tellement, mais d'une autre planète, ces poids, c'est hallucinant. Mais du coup, ça me fait penser justement à ce dont je parlais en intro, cette fameuse, tu vois, cette émission, enfin cette émission, l'intervention que tu as faite sur le QG.
Mm. Peut-être que tu peux nous en parler un peu. Je serais curieux de savoir comment ça s'est fait. Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? C'est eux Comment ça qui s'est m'ont organisé? contacté. Ils m'ont contacté par mail, puis une conversation au téléphone. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit voilà, on va faire un sujet sur un gars des forces spéciales, donc Louis Saillant. C'est Saillant qu'on dit? Ça y est, ouais. Euh, bah, tu sais, ils font des petits numéros entre l'interview. Et ils m'ont proposé bah, de faire un des numéros et en fait de faire genre que j'étais dans le public et que j'arrivais. Bon, je leur ai fait comprendre que ça m'étonnerait que ça fonctionne parce que quand même, vu mon gabarit, ça se voit que je suis sportive, tu vois. Je suis pas toute fluette ou quoi. Mais bon, au final, c'était drôle. Franchement, c'était drôle. C'était sympa. Je ne m'attendais pas du tout. Ah ouais, non, c'est clair. La réaction de Louis, c'était juste énorme. Ah ouais, non, je ne m'attendais pas du tout. Ouais, je crois qu'il a essayé de enfin, il disait, mais Ouais, vous êtes sûr là qu'elle peut soulever? Je crois qu'il faut que tu aies le dos bien droit. ouais, ouais. Ah oui, plusieurs fois, hein, plusieurs fois, il a dit, mais vous êtes sûr, vous allez les laisser. Il y a quand même 110 kilos, mais vous êtes sûr? On va l'aider quand même, on va l'aider. Donc ouais, c'était drôle. Ouais. Et du coup, ça me fait Mais penser. c'est marrant, Pardon, vas-y. même si bon, ça fait un peu buzz entre guillemets, je pense qu'il y a quand même du bon à retirer, tu vois, c'est que bah, ça lutte un peu contre un cliché sexiste que les femmes, bah, on peut pas être fortes ou moins fortes que les hommes, tu vois, C'est exactement donc ce que là, j'allais te c'est demander, ouais. cool. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander, tu vois, c'est quel est ton point de vue aujourd'hui sur ça, sur la place de la femme dans cette discipline, et puis même de façon générale, la visibilité de la discipline. Tu dirais qu'on en est où, tu vois? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a, enfin, il y a globalement une bonne représentativité, que ce soit des hommes, des femmes? Pas vraiment, est-ce qu'il y a encore du boulot à faire? Alors, moi, j'ai commencé la force athlétique, c'était vraiment pas connu du tout. Et exemple, on était 10 femmes au championnat de France, toutes catégories confondues. Et il y a quand même 7 ou 8 catégories, tu vois. Donc, bon, tant te dire que voilà, aujourd'hui, donc presque 7 ans après, toutes les catégories sont représentées de femmes, alors qu'avant, c'était pas le cas. Les grosses catégories, souvent, et les petites catégories n'étaient pas représentées. Là, toutes les catégories sont représentées et toutes les catégories sont pleines. Donc, tu as eu quand même un énorme essor au niveau des femmes, encore plus au niveau des hommes. Donc, au niveau des hommes, c'est voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que ça prend bien, grâce aux réseaux sociaux notamment. Et après, dans le même de la force, il y a énormément de respect. Il y a pas, j'ai jamais eu dans le milieu de la force même du powerlifting, du sexisme. Pas du tout. Au contraire, les gens sont très respectueux. Ils sont, euh, ouais, il y a vraiment une forme de respect là-dessus. Euh, les, toutes les remarques que je peux avoir, c'est plutôt les gens qui sont dans le monde du fitness, mais qui pas dans le monde du power. Donc, ils vont plus faire de la musculation, ou ça va être du crossfit, ou des choses comme ça, mais pas vraiment dans le monde du power. Par contre, ouais, en dehors, tout de suite. On a des réflexions, genre, moi, j'ai déjà eu des réflexions, mais tu te dis, mais la personne, elle réfléchit pas, quoi. J'ai eu une réflexion en mode, ça sert à rien de soulever aussi lourd, surtout pour une femme. Ah oui, donc ça sert à quelque chose de soulever lourd pour un homme. Enfin, tu vois, genre, si tu pars de ce principe-là, je veux dire, courir après un ballon, ça a aucun sens non plus, tu C'est vois. clair. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu peux remettre toute ta vie en cause. Et j'ai C'est envie de te dire, clair. juste suicide-toi maintenant, parce qu'en fait, enfin, tu vois, c'est. Mais ouais, il y a des choses où il y a des choses où forcément, bah, tu as des gens qui vont te dire que tu es dopé parce que c'est pas possible que tu pousses plus lourd qu'eux, parce que leur ego, elles en Ah, on prend. t'a déjà dit ça? Ouais, ouais, oui, oui, oui. Il y en a énormément qui pensent que je suis dopée. Énormément. C'est ouf. Ok. Mais tu sais, c'est même triste, hein, parce que moi, j'ai des gens qui me disent, pour être athlète de haut niveau, tu es forcément dopé. Mais dans tous les sports. Dans tous les sports, tout le monde pense que, enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, une bonne partie enfin, de la population, façon de parler, mais en tout cas, une bonne partie des gens qui me suivent, etc., sont persuadés que pour être athlète de haut niveau, tu es forcément dopé. Sinon, c'est impossible. Sérieux? Et en fait, je me rends compte que tu as énormément de gens qui ont des pensées limitantes. Tu as énormément de gens bah, qui, c'est malheureux à dire, hein, mais leur ego, il en prend tellement un coup que forcément, ils se disent, bah, si moi, je ne peux pas arriver là, c'est que forcément, l'autre triche. Et encore plus pour une femme. Moi, je sais que je dérange beaucoup. Dans mon sport, je dérange beaucoup. Pas dans mon sport en lui-même, mais genre tout ce qui gravite autour, je Ouais. dérange.
parce que je casse trop de clichés et de codes, en fait, là-dessus. Et tant mieux, parce que ça fait bouger les choses. C'est clair, c'est clair. Mais OK, bah, tu vois, je j'aurais pas cru. Tu m'aurais dit, il y a certaines disciplines où, il y a des croyances, tu vois, sur le dopage, bon, je pense que la première qui vient en tête, c'est peut-être le cyclisme, tu vois? Où il y a tellement eu Oui, d'historique que tu peux comprendre, pas forcément cautionner, mais que tu puisses comprendre, tu vois, qu'il y a des croyances autour du dopage, mais que tu aies des gens, pas mal de gens visiblement de ta communauté qui te disent que haut niveau égale dopage, ouais, effectivement, c'est un peu ouais. triste, ouais. C'est un Oui, peu bah, triste. après ils ont leur argument, hein. Ouais, au-delà de ça me revient. On m'a quand même dit, non mais pour te dire, hein, il y a des gens qui sont allés revoir mes anciennes photos de quand j'étais, avant le sport et qui ont dit que je me dopais parce que ma mâchoire était carrée. Non mais genre ça va loin, tu vois? Ouais, non mais laisse Oh tomber. là là. Hem Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, après, ils vont te dire qu'ils ont leur argument en mode, «Oui, mais tu as vu dans le cyclisme, ils se font jamais prendre, Lance Armstrong, il s'est jamais fait prendre» et cetera, alors qu'il avait des contrôles antidopage. Mais en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est que Lance Armstrong, il se dopait avec une substance qui n'était pas encore sur leur liste, qu'ils ne connaissaient pas. Donc comment tu peux rechercher quelque chose si tu ne connais pas la substance, tu vois? Donc forcément, tu vas être négatif. Et ensuite, ils vont dire: «Oui, mais tu sais comment, genre, utiliser la chimie pour que ça se voit pas, pour que tu sois, genre que tu aies plus rien dans ton sang ou ton urine, avant et tout». Et moi, mon argument, c'est: «OK, donc ça veut dire que quand je sais que j'ai une compétition, je suis soi-disant clean, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis sur liste haut niveau, je suis sur la WADA et en fait, ils viennent sonner à chez moi à 6 heures du matin et ça, je sais pas quand est-ce qu'ils viennent, tu vois? Ouais. Ils viennent au travail, ils viennent, quand je m'entraîne, ils viennent, chez moi directement, prise de sang, pipi et ça, je sais pas c'est quand, tu vois? Et et ils vont encore te trouver des arguments, «Oui, mais tu passes quand même au travers, tu vois? Donc Ouais. en fait, tu te dis: «Bah, OK». Ouais. J'ai abandonné, je cherche même plus à avoir ce genre de discussion ou à, ou à essayer de convaincre, tu vois? Parce que je pense que c'est pas mon taf de toute façon. Mais je trouve ça triste. En fait, je trouve ça triste, vraiment. Ouais. Ouais, c'est triste parce que, enfin, tu vois, peut-être que je suis biaisé parce que, bon, comme toi, j'ai fait du sport à un certain niveau, donc voilà, peut-être que j'ai des croyances qui ont été créées via ça, mais enfin, moi, je vois plutôt le sport comme un super outil d'inspiration, en fait, tu vois, pour inciter les gens à se bouger, à se dépasser. Exactement ce qu'on est en train de faire là avec cet épisode, tu vois, faire découvrir des parcours complètement fous et apporter de l'énergie aux gens, en fait, tu vois, les booster Ouais. plus que leur faire se poser des questions ou leur faire dire ouais, mais bon, il peut faire ça ou elle peut faire ça juste parce qu'elle est dopée. Enfin, je Ah trouve mais ça un peu c'est triste, mais bon, c'est exactement ça, ouais. C'est ouais, exactement ça. Ouais, non, mais c'est triste. Franchement, c'est triste. Maintenant, bon, les gens sont libres de croire, ce qu'ils veulent. ouais, Hem, mais bon, je trouve ça dommage, à titre ouais. personnel. Et alors, puisqu'on parle d'influence, une question que je me posais, j'ai vu que en tout cas sur Instagram, tu communiques pas mal en anglais. Est-ce que c'est parce que tu as une communauté anglophone qui te suit et que tu es maintenant une figure du powerlifting? Ouais, 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 je suis très suivie par, le monde anglo-saxon. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est très connu, à «l'étranger» entre guillemets, donc notamment aux États-Unis, au UK, heu, en Australie, du coup. Et c'est vrai que, bah, en fait, dans mes stats, quand je regarde mes stats, j'ai 35 de Français qui me suivent et j'ai presque 40 d'étrangers. Ah ouais, En fait, c'est pour ça que je fais la plupart de mes stories, en anglais, ouais, du coup. ok. OK. Bon, en tout cas, bah, du coup, c'est une bonne chose que tu aies un super niveau d'anglais parce que si tu as Oui. cette Ouais, proportion non, d'étrangers, ah, ce c'est que j'ai top. remarqué aussi, c'est que, les étrangers communiquent beaucoup plus avec moi, interagissent beaucoup plus avec moi que les Français. Donc je sais pas si je leur fais peur aux Français ou si c'est ça, j'en sais rien. Mais du coup, forcément, comme c'est eux qui me donnent le plus de «réponses» entre guillemets, de retour, bah, j'ai plus envie de communiquer aussi dans cette langue-là, du coup. Ouais, 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 ce qui fait sens. Excellent.
Excellent. Bah écoute, on a pas mal balayé quand même ce que tu fais d'un point de vue entraînement. On a parlé d'identité, je trouve ça super intéressant. Comment est-ce que tu représentes peut-être les femmes à travers ton sport et les codes que tu viens casser, franchement, ce que je trouve absolument extra. Mais je serais curieux de savoir quelle est la suite pour toi. Comment est-ce que là, sur l'année à venir, sur quoi est-ce que tu te concentres? Alors, cette année, ça va être une grosse année, je pense, pour moi. J'ai beaucoup de projets. Donc, du coup, là, ça y est, j'ai décidé. Ça va être une avant-première parce que je l'ai dit à personne encore, enfin, à part Ah, mon truc. oh, Mais là, ça y est, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale et de me concentrer vraiment sur mon sport et tout ce qui gravite autour. Donc là, ça sera ma dernière année, donc jusqu'à juin. Et puis après, par contre, je parle pas de mes autres projets parce que voilà. ok. Là, ouais, je garde jusqu'à temps que ça sorte. Mais ouais, des gros projets, des gros projets à venir là dans les mois à venir, sur lesquels je bosse depuis pas mal de temps. Et là, je me dis, bah, je peux plus mener tous les fronts. Il faut faire des choix et j'ai fait ce choix-là, du coup. Voilà. Oh, quel teasing. Excellent. Donc, une année à suivre. Génial. Bah, écoute, Lia, peut-être, tu vois, pour le mot de la fin, je serais curieux de savoir, tu vois, toi, quel serait le message que tu aurais envie de passer à des jeunes qui nous écoutent, qui comme toi, tu vois, à 20, 21 ans, sont pas particulièrement sportifs, mais qui peut-être se reconnaissent dans ton parcours. Juste de kiffer. Je crois, non, vraiment, juste de vivre les choses à fond, sans regret. Je crois, là, maintenant, tout de suite, dans ma position dans laquelle je suis, c'est ce que je dirais. Parce que je pense que moi-même, par peur, à cause des doutes ou de ce que les gens peuvent te dire autour, qui vont t'influencer, je suis passée à côté de certaines choses, à côté de certaines opportunités ou quoi. Donc, juste d'avoir ce courage-là et de se dire, bah, parfois, on a l'impression qu'on prend énormément de risques, on n'en prend pas tant que ça. Et donc, juste d'oser, de foncer et de faire ce qu'il kiffe, quoi. Voilà. Parfait, génial. Et d'aller casser les codes au passage, encore mieux. Ouais, exactement. Trop bien. Bah, écoute, un grand merci, Lia, pour ton temps. C'était génial de Merci à pouvoir toi, échanger avec toi. c'était super. Pouvoir découvrir un peu plus l'univers de la force athlétique, que personnellement, franchement, enfin, je te l'avais dit, hein, que je connaissais assez peu. Donc, c'était top de pouvoir échanger avec une figure française et même internationale de la discipline. Trop bien. Et puis, bah, je te souhaite écoute, tout le meilleur pour 2022 et tous ces projets complètement fous qui arrivent alors. Merci, toi aussi, et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Salut, Lia. Salut.